VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir. Content d'être encore avec vous pour une nouvelle édition de Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Aujourd'hui, Rosine, nous parlons de l'accompagnement psychosocial des personnes qui vivent avec le VIH. Effectivement, Mohamedou, et la façon dont une personne porteuse du VIH est considérée par son entourage, sa famille, ses collègues, ses voisins et d'autres personnes qu'elle côtoie tous les jours est très importante dans sa vie. C'est en effet l'un des grands facteurs qui font que cette personne se porte mieux et vive sa séropositivité sans problème. Une fois encore, nos téléspectateurs nous disent d'abord quel est, selon eux, le rôle que la communauté peut jouer dans l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH. La communauté a un très grand rôle à jouer, surtout vis-à-vis de nos frères, je les appelle nos frères, qui vivent avec le virus, parce qu'on doit les accompagner sur le plan psychologique, on doit les faire voir qu'ils sont des hommes, et puis ils peuvent vivre parmi nous avec leur virus, ne pas les regarder avec un œil un peu de condamnation, quoi. Donc il faut les encourager à vivre avec leur virus. C'est une maladie comme toute autre maladie, et d'ailleurs, c'est la communauté qui accompagne plus ces gens, plus que le personnel médical, étant donné que le temps qu'ils vivent dans la communauté est plus que leur temps de fréquentation dans les milieux hospitaliers. Premièrement, il faut avoir la confidentialité. Et puis deuxièmement, il faut avoir l'amour, parce qu'avec l'amour, il doit quand même aller plus loin par rapport aux autres personnes. La société a un grand rôle d'aider les personnes vivant avec le VIH. Juste, s'il y a la confidentialité, si par hasard mon frère est atteint de VIH et il m'a intéressé, il m'a tout dit que voilà, je suis PVV, j'ai droit à garder son ossature, son état sérologique. J'ai droit à être confident de son état sérologique pour l'aider à bien prendre les médicaments, pour l'aider à vivre libre dans la société, à tout faire comme d'habitude. L'entourage, un facteur déterminant dans l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH-Sida. Oui, tout à fait, Rosine. L'une des plus grandes peurs pour les personnes qui apprennent leur séropositivité vient justement de la crainte qu'elles ont de la façon de voir comment elles seront traitées lorsque les autres auront appris qu'elles portent le VIH. Et aujourd'hui, Votre santé, votre avenir s'est entretenu avec une personne vivant avec le VIH. Son témoignage nous révèle les comportements de son entourage vis-à-vis de sa séropositivité. Regardez. Oui, dans mon entourage, je le sais depuis un peu très longtemps, parce que juste avant que je me marie, quand j'avais tombé malade, tout le monde était informé que c'était... Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le VIH, c'était le sida. Et tout le monde savait que j'ai le sida. Et quand je voulais me marier 3 ans après, depuis les pandémies, on s'est demandé, mais le monsieur de sida veut se marier. Ils sont partis se voir la belle famille pour leur dire que le mari de votre fille, c'est un sida. La belle famille m'avait reproché à cette époque-là. Ma femme m'avait défendu parce que j'avais dit à ma femme la vérité. La famille m'avait abandonné. À cette époque-là, mon père était encore vivant. Il m'avait abandonné. Il m'avait dit non, non, ça fait la honte de la famille et surtout que tu es l'aîné. Et ma fiancée, prétendant être ma femme, elle m'avait pris en charge. Et tout ce temps-là, j'ai passé la vie dans ma belle famille. Et après, 3 ans après, on s'est mariés. Mais la chose bizarre que ma femme m'avait dit, j'ai dit bizarre, pourquoi? Parce qu'elle m'avait dit, ne dis rien à ma famille. Pour dire bizarre, parce qu'elle m'avait beaucoup aimé. Et j'avais rien dit à sa famille. Et puis, ce n'est que ma famille que vous connaissez, l'entourage, les amis du quartier.
les connaissent. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'étonnent. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Quand on s'est marié, j'ai commencé à faire des enfants. Ma première fille, présentement, elle a 16 ans. Témoignage très intéressant. Sans se poser beaucoup de questions, le soutien psychosocial des personnes vivant avec le VIH par leur entourage fait partie des facteurs qui aident ces personnes à rester fortes et à résister, Rosine, à la maladie. Oui, un travail qui incombe à différents acteurs dans la lutte contre le VIH. Comment ces acteurs évaluent et apprécient-ils le rôle et l'implication des communautés par rapport à l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH? Voici la réponse d'une organisation impliquée dans ce domaine. Bon, en fait, la communauté, c'est le prolongement, on peut dire, c'est le bras du prestataire dans la communauté, c'est le prolongement des activités des prestataires dans la communauté, où elle a comme rôle de divulguer, de sensibiliser, de faire passer les messages qui n'étaient pas bien perçus ou mal perçus ou perçus à moitié dans la communauté pour qu'on puisse atteindre l'idéal qu'on s'est fixé par rapport au VIH-Sida. La communauté joue un grand rôle, d'autant plus que au niveau des formations sanitaires, nous prenons les décisions, mais ces décisions seront appliquées dans la communauté. Exemple, quand on prend par exemple l'objectif de l'ONU-SIDA 90-90-90, ça ne va pas s'appliquer au niveau des formations sanitaires. C'est dans la communauté qu'il faut appliquer ça. Mais il faudra relayer ce message au niveau des leaders communautaires pour qu'ils impliquent toute la communauté afin qu'ils puissent se dépister, connaître son statut sérologique, n'est-ce pas? Et de ces statuts sérologiques, prendre les 90% de ceux qui sont séropositifs pour les mettre sous ARV et au bout de 6 mois, voir la charge virale indétectable supprimée. Donc, la communauté relaye ou prolonge, n'est-ce pas, les décisions prises au niveau des formations sanitaires pour atteindre les objectifs assignés par l'ONU-SIDA. Parce que si nous ne nous impliquons pas la communauté, l'objectif de l'ONU-SIDA 90-90-90 ne sera jamais atteint. Ça, c'est vraiment une évidence. Les prestataires seuls ne pourront jamais atteindre cet objectif. Et il faudra impliquer les communautés. Les communautaires ainsi que les prestataires pourront aller au bout de cet objectif et nous allons atteindre d'ici 2030 l'élimination du VIH-Sida. Et sur Facebook, Mohamedou, pas mal de commentaires sur ce sujet et certains de nos téléspectateurs nous ont fait leur point de vue. Oui, nous avons reçu le commentaire de Ben Benoît de la RDC. Il dit que la vie humaine est toujours sacrée et chaque être humain a droit à la vie, quelle que soit sa condition ou sa position. Donc, la communauté a le devoir d'aider les personnes vivant avec le VIH à connaître et comprendre qu'il y a encore de l'espoir aussi. La science évolue constamment et un jour, les scientifiques trouveront certainement un bon remède pour ce virus. Un autre commentaire est celui de Sekou Semaké du district de Bamako au Mali. Il dit ceci: le VIH n'est pas un mal naturel, mais un virus importé en Afrique par les ONG. Méfiez-vous des préservatifs et des traitements préventifs qu'elles vous proposent. Ce sont là les vecteurs de maladies. De la même manière, refusez simplement lorsqu'elles vous proposent des tests de dépistage gratuits. Les instruments utilisés sont très souvent infectés. Eh bien, Sekou, le virus VIH est une réalité, tout comme d'autres maladies d'ailleurs virales. Il serait difficile de comprendre comment les ONG dont vous parlez ici soient toutes du même avis que vos médecins locaux, puisque vos médecins reconnaissent quand même l'existence du VIH. Nous vous invitons par ailleurs à suivre prochainement une de nos émissions que nous préparons en ce moment sur les superstitions autour du VIH. Merci Ben Benoît et Sekou Samaké pour vos commentaires. À présent, la question du téléspectateur, la question que nous avons sélectionnée est celle de Claudine Kazembe qui demande ce qu'il faut faire lorsque l'on est mordu par un serpent. Claudine, voici la réponse à votre question. Lorsqu'on a été mordu par un serpent et qu'on a une confirmation donc, de la morsure et de l'envenimation, il y a des gestes simples qu'il faut pratiquer immédiatement. Le premier geste, c'est déjà que la victime puisse s'allonger parce que les mouvements de la victime accélèrent la propagation du venin dans l'organisme. La deuxième chose sera de laver abondamment avec de l'eau et du savon donc la région mordue et puis désinfecter cette région-là avec un désinfectant.
La troisième chose sera donc de mettre un pansement à cet endroit-là et d'immobiliser le membre mordu, parce que la mobilisation du membre mordu favorise la propagation du venin, et l'objectif c'est vraiment de limiter la propagation du venin dans l'organisme. La quatrième chose sera d'appliquer au niveau de la zone mordue, à savoir du foie, notamment une vessie de glace, parce que le foie a cette capacité de soulager la douleur et puis de ralentir la propagation du venin dans l'organisme. Et puis la dernière chose est effectivement de conduire cette personne-là dans une formation sanitaire la plus proche possible. Cette personne transportée d'information sanitaire doit être allongée, son membre mordu doit être immobile et surtout surlevé. Voilà vraiment les gestes à pratiquer immédiatement chez une personne qui a été mordue par un serpent, surtout s'il y a un doute sur une envenimation. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.